Podcast Up, le rendez-vous qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le 5e numéro de Podcast Up, l'émission qui fait du bien à votre TPE-PME, en partenariat avec Duno et le groupe Up qui vous propose des solutions exonérées qui augmentent la vitalité de votre entreprise et le bien-être de vos collaborateurs. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet qui pourrait paraître lunaire, stratosphérique même de prime abord, mais qui est bien plus concret qu'il n'en a l'air, la psychologie positive au travail. Alors cette notion date du début des années 2000, la psychologie positive est définie, sachez-le, comme étant l'étude des conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des gens, des groupes et des institutions. Elle ne se limite pas, vous l'avez compris, à l'épanouissement personnel, mais surtout aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire l'organisation des relations humaines dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut assimiler ça à un coach sportif qui vous fait positiver même dans l'adversité ? Est-ce que ça améliore le rendement de mon entreprise ? Et en ce moment, est-ce que ça fonctionne aussi avec les gestes barrières ? Ce sont autant de questions que vous devez vous poser de votre côté et que nous allons poser à notre invité du mois, Éric Mellet, auteur du livre La boîte à outils de la psychologie positive au travail, avec nous par téléphone. Bonjour Éric. Bonjour Richard. Alors un mot rapide quand même sur vous. Déjà je suis ravi de vous avoir. Vous connaissez l'entreprise, vous savez ce que c'est, hein, c'est important dans nos sujets puisque vous avez passé une grande partie de votre carrière chez L'Oréal, je crois. Oui, absolument. Alors juste une précision avant de démarrer, c'est que je suis co-auteur, et donc je voudrais rendre le crédit à Béatrice Arnaud, avec qui nous avons coécrit cette boîte à outils. On l'embrasse. Oui, alors, absolument. Donc, alors, chez L'Oréal donc. Oui, L'Oréal, quasiment 30 ans. Ah oui, effectivement. À L'Oréal, effectivement. Dans des postes opérationnels plutôt, et en France. Dans des postes opérationnels, absolument. Une première partie en France pendant une quinzaine d'années, et puis la deuxième partie à l'international, et globalement sur 12 pays d'Europe dans un premier temps, et ensuite sur un périmètre mondial, où j'accompagnais justement le développement des compétences des commerciaux notamment et des cadres commerciaux à l'échelle internationale. Donc vous connaissez bien l'entreprise, ça c'est très important quand même. Par ailleurs, je crois que vous avez un master aussi en psychologie positive appliquée. Alors là, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le sujet là. Oui, c'est-à-dire que parallèlement à mon parcours professionnel qui m'a amené à être manager, à accompagner des équipes, c'est vrai que la question de la psychologie, de la compréhension de l'autre, de la compréhension du collaborateur ou du client, voire de son patron aussi, a toujours été au cœur de mes préoccupations. Donc, il se trouve que j'avais fait une formation à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. Et puis, avant de quitter L'Oréal, j'ai entrepris effectivement un master de psychologie positive appliquée à Anglia Ruskin University, qui est à Cambridge. Sympa. Alors, quand on est chef d'entreprise, que ce soit une TPE, PME, et que le sujet dont on va parler nous interpelle quand même, comment est-ce qu'on fait ? Maintenant, on va rentrer concrètement dans le sujet. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place cette fameuse psychologie positive au travail ? Vous allez me dire en gros ce que c'est, mais quels sont aussi vos 7 conseils que vous pouvez nous donner ? Parce qu'avant que vous commenciez, ça paraît pas simple, surtout dans la période dans laquelle on est. Parler psychologie positive à une entreprise qui peut pas travailler, je pense au restaurant, je pense à plein d'autres, c'est pas simple quand même. Non, c'est pas simple de parler de psychologie positive, d'autant plus que à la base notre cerveau est câblé pour d'abord percevoir le négatif. C'est notamment lié à notre instinct de survie. Alors dire une chose quand même, c'est que la psychologie positive, ça n'a rien à voir avec la pensée positive, parce que souvent on confond les deux. La psychologie positive est une science donc qui, comme toutes les matières scientifiques, s'appuie sur des recherches, des expériences qui sont menées. Et donc, c'est à partir de ces observations liées à ces recherches que, justement, on promeut des pratiques. Alors, la psychologie positive, c'est pareil, c'est pas prescriptif, ça ne dit pas ce que l'on doit faire, mais ça étudie, comme vous l'avez dit, les facteurs qui font qu'il y a des gens qui réussissent, qui s'épanouissent, qui résistent mieux aux épreuves quand elles se produisent ou qui relèvent mieux des échecs qu'ils connaissent. Donc finalement, déjà, c'est très certainement accepter
l'idée qu'on peut aussi voir les choses positivement. Ça commence par ça. Mhm. Et pas rester conditionné dans la vision négative, c'est-à-dire la vision du déficit, du manque, hein, du point faible, de la faiblesse. Alors, une fois de plus, on est câblé comme ça à l'origine, et puis c'est renforcé bien souvent par l'école, et puis par l'éducation qu'on reçoit. On repère plutôt ce qui ne marche pas que ce qui marche. Donc c'est un vrai effort, je le concède. Mhm. En gros, on est plus enclin à parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure que l'inverse, tous ceux qui arrivent à l'heure, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Complètement, Mhm. complètement. Et puis c'est vrai que c'est un peu, pour avoir voyagé, il faut reconnaître que c'est aussi un trait un peu français. Ah oui. Hein, on aime bien râler Mhm. de façon générale. Donc il y a des raisons objectives hein, de ne pas être content, mais c'est vrai que c'est rester dans ce modèle de pensée. Hein, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en tant que coach ou consultant, j'ai souvent l'occasion de relever chez mes clients cette propension que l'on a, et que j'ai moi-même d'ailleurs, à être plutôt dans un discours négatif. Mhm. Donc il y a déjà une première, on va venir aux clés, mais il y a déjà une première rééducation en quelque sorte à faire de sa façon de voir les choses et de s'exprimer, Et par puisque exemple, finalement les mots. ouais, par exemple, ne pas dire le mot problème, mais problématique, ce qui est déjà plus positif. Oui, bah oui, à partir du moment où on dit problème, on est dans le problème, hein. Ouais. On est déjà conditionné comme ça. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que toutes les recherches en psychologie positive sont aujourd'hui sous-tendues par ce qui se passe en matière de neurosciences. Donc ça veut dire qu'on est capable de voir qu'effectivement, quand on est dans des émotions négatives ou désagréables, bah, notre cerveau est moins créatif, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon que lorsqu'on est plutôt dans des émotions positives. Donc effectivement, les mots que l'on utilise, les discours internes que l'on se raconte à longueur Mhm. de temps, Mhm. conditionnent effectivement la représentation qu'on se fait de la réalité, donc les comportements que l'on adopte et finalement les résultats qu'on obtient. Alors, votre premier conseil, ce serait celui-là, alors, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide? Bon, mon premier conseil, ça serait effectivement d'adopter ce qu'on appelle en psychologie positive un état d'esprit de développement, par opposition à un état d'esprit fixe. Oh là là. Donc un état d'esprit de développement, oui, alors Ouais, on il va faut être concret là. juste... ouais, ok, derrière les mots, très simplement, c'est l'idée d'accepter ce qui est là, voilà, d'apprendre à accepter ce qui est là et de l'accueillir comme une source finalement d'apprentissage. Voilà, le monde change, il change de plus en plus vite, il est de plus en plus complexe, c'est un fait, on le vit tous Mhm. les jours, a fortiori avec la crise sanitaire. Donc, soit on attend que les choses reviennent comme elles étaient avant, et puis finalement on cultive une certaine forme de frustration, voire de colère. Mhm. Soit on se dit qu'effectivement, il y a des choses qui changent, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, et on se concentre sur ce sur quoi on peut agir. Ah, Et ça, d'accord. c'est un état d'esprit de développement, c'est un état d'esprit qui consiste à apprendre finalement de ce qui arrive tous les jours. D'accord. Ah oui, excellent conseil, effectivement, vu comme ça, je comprends beaucoup mieux. Ça permet d'accepter et de travailler sur ce qui peut l'être. Absolument. Ok. Absolument. Et finalement, ça a un impact. Les recherches montrent que ça a un impact sur la façon dont on voit ses compétences. C'est-à-dire que soit on les voit comme quelque chose que justement on peut développer, on peut faire évoluer, soit au contraire, on considère que nos compétences, elles sont acquises une fois pour toutes et on ne peut rien faire. Ça a un impact sur la façon dont on voit les échecs, la façon dont on envisage les défis. Est-ce qu'on les accueille comme des opportunités, justement, ou Mhm. est-ce qu'au contraire, on a tendance à se renfermer dans notre zone de confort. Donc, l'état d'esprit de développement, c'est pas seulement des mots compliqués. D'ailleurs, à ce titre, Satya Nadella, qui est le CEO de Microsoft, lorsqu'il a Mhm. pris la direction de Microsoft, a utilisé cette approche d'état d'esprit de développement comme levier de changement de culture de la société Microsoft dans le monde. D'accord. C'est très clair. Premier conseil, validé, je comprends. On peut mettre en place facilement. Le deuxième. Alors, le deuxième, c'est d'apprendre à se connecter justement à ce que sont nos ressources positives. Alors, on parle en psychologie positive de force de caractère. Mhm. Ces forces de caractère, elles ont été développées par le père de la psychologie positive, Martin Seligman. Et
Et l'idée, c'est que là aussi, au lieu de se concentrer sur les faiblesses, on va identifier ce que sont nos forces de caractère. Elles sont au nombre de 24. Et ça permet justement de cultiver ces forces, sachant que la recherche nous dit que lorsqu'on exprime nos forces de caractère, on est authentique, ça nous donne de l'énergie, et si ça nous donne de l'énergie, ça en donne aussi aux gens qui sont autour de nous. Donc c'est important quand on est chef d'entreprise d'être justement dans l'expression de ces forces de caractère. C'est très clair aussi. Mais c'est aussi... Mais pas facile peut-être à mettre en place. Il y a du travail là-dessus. En fait, le travail, c'est surtout d'abord de les identifier. Donc, c'est pas vraiment sorcier. Il y a des tests qui existent pour ça. On passe 15 ou 20 minutes à passer un test. Mais au-delà du test, finalement, ce qui est intéressant pour reconnaître les forces, c'est assez spontanément, en général, les gens qui nous connaissent identifient chez nous ces forces. Ces forces, ça peut être l'optimisme, ça peut être l'appréciation de la beauté, ça peut être la créativité, enfin voilà, il y en a 24. Donc, quelquefois, c'est juste en discutant avec les gens que l'on connaît qu'on arrive à identifier dans un premier temps nos forces. Et puis, c'est intéressant de les repérer chez les autres aussi. Une fois de plus, on a plutôt tendance à repérer chez les autres ce qui nous dérange. Là, c'est juste l'inverse. C'est apprendre à repérer, à identifier les forces qui sont celles des gens qui nous entourent, et à commencer par nous-mêmes. Puisque, de toute façon, tout commence par soi-même. Oui, connais-toi toi-même. Évidemment. Est-ce que ça peut aussi être fait, j'allais dire, en groupe, pour évidemment travailler mieux ou vivre mieux ensemble dans une entreprise? L'idéal, c'est de bien se connaître, de bien connaître les autres, non? Oui, absolument. C'est ça qui est intéressant avec les forces, c'est qu'effectivement, une fois qu'on les a identifiées chez soi, curieusement, on commence à les repérer plus facilement chez les autres. Et à partir du moment où on les repère chez les autres, effectivement, ça crée une autre dynamique. Une dynamique qui est plus positive, une dynamique qui permet de libérer justement plus de créativité, plus d'engagement. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'engagement dans les entreprises. C'est quelque chose qui, à partir du moment où on mobilise les forces individuelles et collectives, on peut obtenir plus d'engagement. D'accord. Est-ce que ça pose pas aussi la question quelque part de la place du travail dans notre vie ? Quand on en arrive là, parce que quand on voit justement, vous parliez l'engagement dans l'entreprise, c'est les salariés maintenant qui, peut-être que c'est normal, qui ont une vraie attente vis-à-vis des entreprises, c'est eux qui décident, je pars, je reste. On voit que le salaire d'ailleurs est même pas la priorité dans les demandes des salariés, mais c'est la vie dans l'entreprise, comment je vis dans l'entreprise, avec les autres, etc. C'est très important, donc c'est vital. Oui, absolument. De toute façon, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, dans les pays industrialisés, les salariés sont de plus en plus dédiés à la production et de services, et donc rentrent de plus en plus en contact, en collaboration avec d'autres salariés, dans un environnement, on l'a vu, qui est très complexe, qui évolue très vite, et donc le besoin de sens est au cœur des préoccupations de ces salariés. C'est, bien sûr, c'est un peu tarte à la crème de le dire, mais encore plus vrai avec les jeunes générations qui à qui ça suffit pas de dire tu fais ça parce qu'on a toujours fait comme ça, quoi. Donc il y a vraiment un besoin de sens aujourd'hui qui est au cœur des préoccupations. D'accord. Donc qui dit sens dit, et ça c'est aussi un conseil ou une clé, qui dit sens dit effectivement revenir à la connaissance de soi, à celle des valeurs qui nous animent, pour que justement, lorsqu'on passe 80% de son temps à travailler, on soit en accord avec ses valeurs. D'accord. Revenir aux valeurs, ça veut dire réfléchir ou réfléchir sur l'entreprise en elle-même, sur son but. On parle beaucoup de raison d'être aujourd'hui dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Donc effectivement, qu'est-ce qui fait que ça donne du sens à mon travail, de me lever tous les matins. Aujourd'hui, je rejoins plus obligatoirement un lieu. C'est d'ailleurs encore plus vrai dans la mesure où, avec le télétravail qui s'est développé particulièrement pendant cette crise, on voit bien que la question du sens, il n'y a jamais autant de gens qui sont posés des questions sur finalement le
le sens de leur travail, voire le sens même de leur existence, et qui prennent des décisions assez radicales Oui. de changer de vie. C'est une vraie problématique pour les DRH d'ailleurs en ce moment. Oui, Effectivement. complètement. Donc, donner du sens, troisième clé, effectivement. La quatrième. La quatrième, je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou leader, c'est de faire en sorte que justement l'environnement de travail soit un environnement propice à l'épanouissement des collaborateurs. Parce que ce qui est intéressant, c'est que les recherches en la matière ont montré que, contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, et on a d'ailleurs été éduqué comme ça, pendant très longtemps on a pensé que c'est parce qu'on réussissait, c'est parce qu'on connaissait le succès, qu'on était épanoui. Voilà, c'est en gros le travail, et investis-toi et un jour tu seras heureux. Finalement, on a découvert que ça marchait à l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est épanoui, c'est parce qu'on est bien dans sa peau que l'on réussit et que l'on est performant. C'est juste à l'inverse. Donc, c'est vrai que ce basculement, ça implique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans toutes les organisations, quelle que soit leur taille, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que l'environnement professionnel soit un environnement qui favorise justement l'épanouissement, mais pas juste pour l'épanouissement. C'est pas le monde de oui-oui, parce qu'on sait qu'avec des gens épanouis, on va avoir plus de performance à l'arrivée, parce que c'est quand même ça le but. Bien sûr. C'est aussi d'être performant et d'être compétitif. Donc ça passe par des formations, développer des soft skills, comme on dit aujourd'hui en français. Exactement, ça va passer par le fait de cultiver son intelligence émotionnelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire comment on identifie ses propres émotions, comment on est capable de les exprimer, comment on est capable d'accueillir celles des autres et de les réguler. Donc finalement, ça va tourner autour de tout ce qui est émotion positive. Voilà, émotion positive au travail. Alors c'est pas que ça le travail. Il y a aussi de la frustration, il y a aussi des désaccords, il y a aussi des conflits. Oui. Par contre, est-ce qu'on passe les 3/4 de son temps lorsqu'on travaille dans le conflit, dans la frustration, dans la colère ou dans la tristesse, ce qui arrive aussi beaucoup, ou est-ce qu'au contraire, on est plus souvent dans des émotions agréables, où on a l'impression de s'épanouir, d'apprendre, de grandir, de se développer. Ça, c'est effectivement la responsabilité du leader que de favoriser un environnement dans lequel il y ait plutôt ce type d'émotion. Ça y est. Le cinquième, c'est assez lié au précédent. On a parlé de plutôt cultiver un environnement professionnel dans lequel il y a des émotions positives. Le suivant, c'est de favoriser les relations positives, qui sont comment dirais-je, un marqueur d'organisations qui sont des organisations performantes. Justement, on constate que finalement, dans ces organisations, les relations sont des relations nourrissantes. On parle notamment de soutien social. Donc c'est particulièrement vrai là aussi, avec ce qu'on vit aujourd'hui. Certaines organisations, en fait, finalement, cette crise, elle a mis à jour l'état, souvent des relations qui prévalaient dans les entreprises. Donc, c'est souvent le rôle des crises d'ailleurs, de faire remonter les choses. Exactement. Et donc, soit en délitant encore plus le corps social de l'entreprise, soit au contraire en renforçant les liens avec de la solidarité, avec une forme de résilience collective. On parle beaucoup de résilience en ce moment. Alors la résilience, c'est pas juste résister, aux épreuves. Ça c'est la première étape. Mais la résilience au sens psychologique, c'est en sortir plus fort, transcender l'épreuve et en sortir plus fort. Et donc ça, c'est ce qu'on voit dans des collectifs dans lesquels justement il y a des relations qui sont davantage basées sur la confiance que sur la méfiance, voire pire, la défiance. Donc, favoriser effectivement des relations positives au travail, c'est fondamental. On sait que la première cause de
d'insatisfaction au travail est liée au rapport que l'on entretient avec son supérieur hiérarchique. Donc, c'est première cause liée au rapport avec son supérieur hiérarchique. Et deuxième cause d'insatisfaction, c'est justement lié aux relations qu'on entretient avec ses collègues. D'accord. Alors, je peux le comprendre dans une époque, on va dire, normale, entre guillemets, normale, bien sûr. Ça veut dire qu'on peut faire du team building, on peut aller dans des endroits un peu sympas. Aujourd'hui, on peut ni aller au resto, ni aller faire du team building. Comment on fait justement, pour favoriser ces relations en étant loin? Il n'y a rien de plus difficile. C'est vrai. Ce que je constate, toujours pareil en tant que coach et consultant, c'est que quelquefois, on va chercher des choses très compliquées. Moi, ce qui me frappe, c'est de voir que dans cette crise, finalement, on laisse souvent les gens seuls. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut sûrement un peu plus d'écoute, pas seulement appeler. Beaucoup de gens se retrouvaient isolés en télétravail et avec un contact avec leur supérieur hiérarchique qui consistait principalement à rendre des comptes. Oui. Alors que justement, on aurait pu penser que dans ce contexte bien particulier, au-delà des comptes à rendre, parce que ça fait partie du jeu dans l'entreprise, ça aurait été un moment où l'écoute, l'empathie, la bienveillance aurait été d'autant plus nécessaire. Et en tout cas, je vois là aussi que selon qu'il y a cette attitude ou pas qui se développe dans l'organisation et qui d'ailleurs dont les exemples sont les managers ou les leaders, ça donne derrière, dans le contexte qui est le même pour tout le monde, des réactions différentes. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là aussi, on vit dans un environnement très anxiogène depuis des mois. Alors, on vit dans cet environnement anxiogène. En plus, on est pour beaucoup isolé chez soi, donc ça renforce encore ça. Si effectivement les échanges avec les supérieurs hiérarchiques, voire les échanges avec les pairs, sont eux-mêmes porteurs de plus d'angoisse qu'on en vit déjà, ça devient vite l'enfer. Et c'est très certainement pour ça qu'on constate aujourd'hui qu'il y a énormément de troubles et qu'il y en aura très certainement beaucoup dans les mois à venir. Donc ça veut dire que sûrement que l'empathie et puis l'écoute, l'écoute est fondamentale. Et puis le fait de créer des moments, alors même si c'est à distance, mais de créer des moments de partage, des moments où on peut justement un peu exprimer ce qu'on ressent. Et puis derrière, se remobiliser autour du projet de l'entreprise. Bien sûr. Ça veut dire un peu de transparence également aussi, de la part du chef d'entreprise vers ses salariés, dire et de l'humilité aussi peut-être, dire quand on ne sait pas, mais on peut réfléchir ensemble. Mais bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, de façon générale, on le vit tous aussi, c'est-à-dire qu'on est quand même infantilisé, on sait bien plus ou moins que comment dirais-je, les choses sont plus complexes que ce qu'on nous raconte. Donc, on peut réfléchir entre adultes qu'à partir du moment où on est pris pour des adultes. Voilà. Et on est pris pour des adultes si effectivement on arrête de nous raconter des histoires ou de faire comme si on avait la réponse à tout, alors que tous les jours on constate que c'est pas le cas. Donc, un manager aujourd'hui, effectivement, exprimer une forme d'humilité, exprimer le fait de ne pas savoir, de ne pas avoir réponse à tout, c'est sur le moment déstabilisant, surtout selon effectivement la culture de l'organisation. Mais je pense qu'à moyen et long terme, c'est payant lorsque c'est pas juste pour masquer son incompétence, mais qu'effectivement, on n'a pas la réponse tout seul, mais par contre, ensemble, on va l'inventer. Il y a des tas d'exemples comme ça de sociétés qui, pendant la crise,
au départ, se sont retrouvés complètement sans activité, parce que leur cœur d'activité, justement, était touché lors du premier confinement, et qui, là aussi, parce que souvent le patron a fait preuve d'humilité, mais en même temps a su trouver les mots et poser les choses, ça a permis finalement à l'intelligence collective de trouver de nouvelles solutions. D'innover. Donc c'est ça l'idée. Votre 6e conseil. Alors mon 6e conseil, ça serait d'encourager, alors là je sais que vous allez me dire, oulala, mais d'encourager la déviance positive. Ah oui, oulala. Voilà, c'est ça. Donc la déviance, on l'associe bien sûr au négatif, là aussi c'est complètement classique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une déviance positive. Alors qu'est-ce que c'est la déviance positive ? C'est finalement qu'à périmètre égal, à contrainte égale et à ressources égales, certains s'en sortent toujours mieux que d'autres. C'est-à-dire que certaines personnes dans les mêmes circonstances vont trouver, vont imaginer des solutions et vont obtenir des résultats exceptionnels, là où d'autres vont rester dans des résultats moyens. Et donc, il me semble que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est manager, finalement, c'est intéressant de repérer dans ces équipes ceux qui sont les déviants positifs, c'est-à-dire ceux qui, justement, dans des contextes extrêmement difficiles, arrivent à trouver des ressources et puis des façons de faire qui permettent d'obtenir des résultats exceptionnels. Et ça, alors, c'est les identifier. 2, les encourager. La plupart du temps, ils sont perçus, ces déviants positifs, comme des empêcheurs de tourner en rond. Dans une vision assez classique de l'organisation, ils dérangent. Ils dérangent parce qu'effectivement, ils ne font pas comme tout le monde. C'est intéressant de s'ouvrir à la perspective que, alors, pas faire comme tout le monde et pas avoir de résultats, avoir plombé les résultats, c'est encore autre chose, sujet, mais c'est un autre sujet. Mais par contre, et c'est pour ça qu'on parle de déviance positive, pas faire comme tout le monde et obtenir des résultats exceptionnels, ça mérite sûrement qu'on s'intéresse à ces personnes et la façon dont elles font justement les choses. Et c'est aussi intéressant parce que pour beaucoup de PME, on s'aperçoit effectivement que par rapport à des grands groupes dans lesquels il y a de la recherche et développement, dans beaucoup de PME, peut-être que la recherche et développement que l'on ne peut pas s'offrir, c'est justement le ou les quelques déviants positifs qu'on a dans son organisation et qui sont en avance de phase, déjà porteurs du produit de demain, de l'innovation de service qu'on pourrait faire. Et malheureusement, moi, l'expérience que j'ai me laisse penser que souvent, on ne sait pas les identifier, on ne sait pas les manager, et c'est une fois qu'ils sont partis qu'on se rend compte que finalement, ça aurait été mieux de les garder. Effectivement. La chasse aux déviants positifs, j'adore. Très bien. Et dernier conseil. Le dernier conseil, c'est peut-être assez évident, mais c'est d'incarner et de promouvoir un leadership positif. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un leadership positif ? Oui. C'est, une fois de plus, on pourrait y passer beaucoup plus de temps, mais c'est déjà quelqu'un, effectivement, qui par sa façon d'être, on parlait d'état d'esprit, mais au-delà de l'état d'esprit, c'est la posture, c'est l'énergie qu'on dégage, va plutôt être, une fois de plus, dans l'encouragement, que dans le fait de pointer les faiblesses. Ça va se traduire donc par ses comportements, et puis ça va se traduire notamment dans sa communication. Donc, une communication positive, c'est une communication dans laquelle, justement, on envoie plus de feedback positif que de feedback négatif. On parle de ratio de positivité en psychologie positive. Alors, il y a des études qui ont été faites au niveau d'équipes, et d'équipes extrêmement performantes. On se rend compte que lorsqu'on a un feedback positif pour un feedback négatif, on n'est pas dans une bonne situation émotionnelle. Un négatif pour un positif, ça ne suffit pas. On commence à être dans quelque chose qui est OK pour la personne à partir de 3 feedbacks positifs pour un négatif. D'accord. Et dans les équipes qui sont performantes, on est à 5 positifs, 5 retours positifs pour un négatif.
Alors une fois de plus, hein, c'est pas parce qu'on parle beaucoup de feedback dans les organisations aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout le monde est prêt à en donner, mais très peu de gens sont prêts à en recevoir. Oui, parce que effectivement, la plupart du temps, les feedbacks qu'on fait sont des feedbacks qui sont plutôt perçus comme de la critique ou du jugement. Donc, l'idée du ratio de positivité, c'est bien parce qu'on va être plus dans l'encouragement, plus dans le fait d'attraper les gens à ce qu'ils font bien plutôt que de les attraper à ce qu'ils font mal, que derrière, on va pouvoir aussi dire ou pointer ce sur quoi on doit s'améliorer. C'est-à-dire qu'une fois de plus, la psychologie positive, c'est pas juste de l'incantation ou c'est pas juste... ça consiste pas à avoir les choses en rose et à refuser de voir les problèmes. Quand il y a des problèmes, oui, on les traite simplement. La recherche nous dit aussi que notre cerveau ne fonctionne pas du tout de la même manière lorsque il aborde des problèmes dans un climat positif que lorsqu'il est perdu dans le problème. Voilà, on résout mieux les questions qui se posent à nous lorsque justement, par exemple, on est dans des émotions positives. On est plus créatif, notre cerveau est plus ouvert, il fonctionne mieux, plus vite à tous les niveaux. Eh ben, c'est très très clair. Bravo, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair et en tout cas c'est clair et concret en plus. Donc ça, j'avais un petit peu peur moi au départ avec ce sujet-là en me disant effectivement c'est très stratosphérique, etc. Nous au contraire c'est très concret, c'est bien. J'avais une petite question, une dernière. Quand on s'adresse à quelqu'un pour juste avant de lui dire au revoir, on dit parfois bon courage. Est-ce que ça c'est positif ou est-ce que c'est perçu comme étant négatif ? Je sais pas, je ne me suis pas posé cette question, mais ce qui me vient comme ça spontanément, c'est que c'est intéressant ce qu'on met derrière. Faire bon courage, ça veut dire qu'on présuppose, on n'a pas parlé de ça aussi, hein, des biais cognitifs ou des a priori qu'on a, hein, qui est peut-être la première chose sur laquelle il faut aussi se pencher. Mais pour moi, quelqu'un qui dit bon courage, ça veut dire qu'il présuppose qu'effectivement je vais vivre quelque chose de difficile. Que ça va être dur. Que ça va être dur. Donc c'est... Voilà, il a peut-être raison, mais... D'accord. Ouais, c'est pas forcément positif. Il n'en sait rien. D'accord. Il n'en sait rien. Il présuppose ça. Peut-être que pour moi, au contraire, c'est super excitant ce qui m'attend. Voilà. Ok, je comprends. On est beaucoup là-dedans. C'est génial, j'adore. J'aime bien terminer ces émissions par savoir si vous avez un petit restaurant à nous conseiller quand on pourra évidemment à nouveau s'y rendre. On va leur donner un petit coup de main. Est-ce que vous auriez un restaurant coup de cœur ? Moi, il y a un restaurant que j'aime bien qui s'appelle Caso dehors. Alors, j'aime bien pour ce qu'on y mange, mais j'aime surtout des soirées jazz très sympas. D'accord. Voilà. Et que donc, à la fois, on dîne et on écoute du jazz, mais à 2-3 mètres des groupes qui sont là. Et c'est une expérience très sympa. Très bien. Restaurant à Saint-Germain-en-Laye, je précise, pour les non-parisiens et pour ceux qui ne connaissent pas forcément. On n'est pas très loin de Paris, de toute façon. Merci beaucoup, Éric Mellet. Vous êtes formidable. Je rappelle le titre de votre livre, La boîte à outils de la psychologie positive au travail. Fin de cet épisode de Podcast Up. Retrouvez tous les autres numéros sur le site de Up et duno.com, Apple Podcasts, SoundCloud, bien sûr, Spotify, Deezer, YouTube. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel invité.